Social selling. Moi, je rajouterais aussi que Facebook et même les autres réseaux sociaux vont devenir de plus en plus des sortes de search engine à la Google plutôt que du 100% push. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads produit par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et on va passer dans cet épisode, je dirais peut-être une trentaine de minutes ensemble. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, je ne serai pas accompagné d'Antoine Gagné, ni de Stéphanie Tifo ou encore de directeur de compte de l'agence. Cette fois-ci, je suis avec une personne externe à J7 Media. C'est David Chocart qui est avec nous. Comment ça va, David ? Eh bien, écoute, Antoine, super bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. J'avoue que c'est vraiment un honneur de participer à ce podcast parce que je t'avoue que je l'écoute moi-même, que je le trouve hyper quali. Et du coup, c'est un peu mon premier podcast, donc j'espère apporter un maximum de valeur à celles et ceux qui nous écoutent en tout cas. Bah écoute, c'est vraiment super sympa et puis le fait est que si tu trouves ça quali, tant mieux que tu y sois finalement parce que ça veut dire que tu fais un travail de qualité. Il faut que j'explique un peu à notre audience, mais David fait partie de la J7 Academy, donc on a eu le temps d'échanger ensemble, de travailler un peu ensemble, de faire des workshops ensemble et on s'est dit que ça serait intéressant de l'avoir. Mais David, est-ce que tu peux justement nous faire une petite présentation du type de compte que tu gères, des budgets que tu gères et même de l'agence à laquelle tu appartiens? Parce que je n'ai pas introduit, pardon. Exactement. Donc du coup, moi, je fais partie de l'agence DHS Digital. On est également spécialisé en social ads. Donc, on va principalement avoir 3 piliers. Donc, un pilier média, un pilier créatif où on aura un pôle créa interne à l'agence et également un pilier e-commerce pour venir apporter des conseils stratégiques à ce niveau. Et du coup, au sein de l'agence, on est une dizaine. On est une agence belge d'une dizaine de personnes, principalement en télétravail. Mais on a des clients, que ce soit en Belgique, en France et également en Suisse, principalement en France du coup. Mais du coup, moi, au sein de l'agence, je suis en fait media buyer. Donc, je m'occupe de la définition de la stratégie publicitaire avec mes clients et également de l'optimisation des campagnes au jour le jour. Et du coup, pour parler un peu des comptes que je gère, je gère environ une dizaine de comptes, du coup, pour lesquels les budgets oscillent entre 3 000 et 70 000 euros par mois. Au niveau du secteur, chez DHS, globalement, on a la possibilité de pouvoir choisir les comptes qui nous intéressent le plus. Donc, moi, j'essaie quand même d'avoir une certaine variété de secteurs dans mon portefeuille. Et donc, personnellement, j'ai des comptes dans la joaillerie, les compléments alimentaires pour sportifs, des accessoires pour la jeune enfance, des matelas bio, etc., de la génération lead également. Et donc, oui, je suis globalement assez content car c'est cette variété de budgets, de secteurs et donc de problématiques qui me permet de m'amuser au quotidien du coup. Ok, de tous les secteurs dont tu as parlé, il y a beaucoup, je pense, de e-commerce. C'est ça. Pour avoir échangé avec toi aussi, parmi tes plus gros comptes, ce sont des comptes e-commerce et ça tombe bien parce qu'on sort du Black Friday. Donc, je me tourne vers toi. Comment ça s'est passé de ton côté? Est-ce que tu as eu des apprentissages, des observations à partager avec nous sur tes propres comptes, des réussites même que tu as envie de nous transmettre? Écoute, oui, quelques observations et ça s'est plutôt pas mal passé de mon côté. En tout cas, même au sein de l'agence globalement, nos clients étaient très contents. Personnellement, j'ai environ la moitié de mes comptes qui ont participé au Black Friday. Et si je devais retenir 3 points essentiels pour un Black Friday réussi, en tout cas pour cette année, le premier point, ce serait, je dirais, le réchauffement d'audience qui est à mettre en place globalement un peu tout au long de l'année avec nos campagnes, etc. Je ferai une petite parenthèse, c'est qu'il y a les audiences qu'on va renvoyer vers le site internet, donc on va sortir de Facebook, et les audiences qu'on va garder au sein de Facebook, donc grâce aux campagnes vues de vidéo, aux campagnes instant expérience, etc. Donc c'est bien d'avoir les deux vu les pertes de data qu'on connaît depuis un moment. Donc ça, ce serait le premier point. Le second point, ce serait évidemment d'avoir une offre la plus séduisante possible. Je dirais même la meilleure de l'année. On a par exemple un client qui avait une offre promotionnelle de moins 20%, alors que son concurrent direct était à moins 60%. Donc on voit que l'offre peut avoir un impact au niveau de la performance et c'est ce qui est un peu arrivé malheureusement avec ce client. Et le troisième point, je dirais, c'est au niveau de la préparation. Donc c'est vraiment être bien préparé au niveau du visuel, de la structure et du site internet également, 1 semaine voire 2 semaines à l'avance du Black Friday. C'est vrai que les 2 premiers points sont très importants, mais j'insiste sur le dernier car j'ai eu des clients qui, niveau préparation et malgré des relances, ils sont pris en dernière minute. Pour la petite anecdote, j'ai un client qui était en retard dans son shooting photo et pour lequel on a dû bricoler des créas la veille du Black Friday, ce qui n'est évidemment pas l'idéal et ça a quelque peu bridé son Black Friday, même si les résultats étaient globalement bons. Mais en tout cas, pour parler des résultats, si je compare mes comptes qui ont fait la semaine du Black Friday et celle avec 1 semaine avant, en termes de différence de chiffre d'affaires, on a une différence de 50%.
dans le positif bien sûr. Donc nos clients étaient globalement contents, c'était globalement de bons résultats. Et données intéressantes, la plus grande variation des chiffres d'affaires était pour mes petits et moyens comptes, donc mes comptes en dessous de 20 000 euros. Donc j'ai trouvé ça intéressant à souligner. Faudrait peut-être que je creuse du coup le sujet pour peut-être comprendre le pourquoi du comment, mais en tout cas c'était intéressant à mentionner. Je te coupe. Du coup, juste qu'on comprenne, il y a deux choses que tu as dit. La première, c'est que si tu compares les comptes qui ont fait la semaine du Black Friday et une semaine avant, c'est-à-dire que tu as des comptes qui, eux, ont lancé leur offre du Black Friday une semaine avant la semaine où tout le monde lance son offre. C'est ça que tu voulais dire? Non, en fait, globalement, j'ai comparé une semaine avant le lancement du BF, les performances du compte. Ah, ok, pardon. Et j'ai comparé après à la semaine du BF ce que ça donnait au niveau chiffre d'affaires. Et comme j'expliquais, on avait un bond de 50% de chiffre d'affaires, quoi. La plus grosse croissance, du coup, tu as pu l'observer sur des comptes par rapport à ce que tu nous as présenté. Donc, tu gères des comptes de 3 000 euros ou dollars de budget à 70 000. C'est ça. Les plus grosses croissances, tu les as observées sur, disons, les comptes en dessous de 20 000, donc peut-être des comptes petits, moyens, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. C'est là que j'ai vu la plus grosse différence en termes de chiffre d'affaires, ouais. Ok, donc c'est pas nécessairement une question d'avoir des énormes budgets. J'y pense aussi, mais on va faire un épisode sur le Black Friday où on va essayer on va vous donner un peu les 5 éléments qui, lorsqu'ils sont tous remplis, vous permettent d'avoir un Black Friday qui a super bien fonctionné. C'est une étude qui sortira avec Stéphanie Tifo. Mais en l'occurrence, ça, c'est ce que tu as pu dire. Les annonceurs qui font du réchauffement d'audience tout au long de l'année, ça c'est un des éléments qu'on a pu retrouver. Donc c'est pas étonnant que tu l'aies aussi à ton tour. Faut vraiment se dire que le Black Friday, c'est pas le truc dont on se soucie une semaine avant et on se dit allez, j'augmente mon trafic là tout de suite en novembre juste pour le Black Friday. C'est pas comme ça que ça marche. Exactement, c'est le meilleur moyen de rater cette période très forte. Et tu sais, petite anecdote, donc toi, tu as dû bricoler pour lancer des publicités sur le Black Friday parce que ton client s'était pris en retard. On a eu à peu près la même chose, alors pas sur ce Black Friday, mais le Black Friday 2021. C'est-à-dire que avec un annonceur, nos visuels ne fonctionnaient pas, ou du moins ils avaient fonctionné et c'était très vite cassé la figure. Et une solution qu'on avait réussi à mettre en place, qu'on avait regardé en arrière les meilleurs visuels evergreen, donc sans tagline de Black Friday ou qui n'expliquaient aucune promotion. On avait juste pris ces visuels pour le week-end et ça avait très très bien fonctionné. Tu vois, genre donc tout peut arriver, mais après il suffit de garder un peu son sang-froid et puis de trouver des solutions, de bricoler comme tu dis. C'est ça, l'idée, c'est de pivoter dès qu'on voit un problème, surtout que c'est une courte période, donc il faut pivoter assez rapidement. Et j'allais rajouter aussi une chose qu'on a faite durant ce Black Friday pour 2 clients. En fait, c'est sur des campagnes Green Friday. Donc pour expliquer un peu ce que c'est, l'idée du Green Friday, en fait, c'est d'aller à contre-courant du Black Friday et d'inviter les consommateurs à consommer plus intelligemment, de penser davantage à l'écologie. En fait, c'est un message un peu anti-surconsommation, en gros. Donc c'est vraiment un peu à l'encontre du Black Friday. Mais évidemment, pour que ça marche, il faut que ce soit un message cohérent avec la stratégie de communication globale tout au long de l'année. Je pense que les gens ne sont plus dupes à ce niveau. Et du coup, ces 2 marques l'avaient bien compris, car même si j'ai lancé des campagnes de trafic en vue de page pour leur Green Friday, et du coup là, on pourrait me demander, David, pourquoi des campagnes de trafic et non de conversion? Mais c'est en fait que ces clients n'avaient pas d'offre spécifique à mettre en avant, ni de produits spécifiques. En fait, c'était juste une opération de branding, en gros de communication sur les valeurs de la marque, et cette communication renvoyait vers des pages d'information. Donc ça ne servait à rien en gros de faire de la conversion à ce niveau. Et du coup, même avec ça, les ventes ont quand même décollé. Donc je t'avoue que j'y croyais pas du tout en termes de ventes générées, que ça allait donner des résultats. Je m'attendais à ce qu'on génère de bonnes vues, un coût par clic intéressant, mais pas du tout de générer des ventes. Et ça a été le cas, et c'est des très bonnes ventes qu'on a eues. Donc même avec une approche comme ça, où le message n'est pas axé sur la vente, on arrive à en générer quand c'est bien fait. Et du coup, on était très contents également à ce niveau. C'était pas tant l'objectif, je suppose, de la marque de pas se dire on va vendre énormément au Black Friday. Ouais, effectivement, les Green Friday, j'en entends parler. On n'en a pas fait chez J7 Media. Je trouve que c'est une excellente prise de position pour certaines marques. Je pense que c'est tout à fait cohérent, comme tu l'as dit. Tout est une question de cohérence. C'est-à-dire que si t'annonces que tu es green, si t'annonces que tu fais les choses de façon éthique, etc., effectivement, peut-être que le Black Friday, c'est aussi un moment où il faut rappeler les choses et se dire
ok, bah nous on a cet axe-là, on a cette communication-là, soyons cohérents jusqu'au bout et ne lançons pas des offres totalement à rabais. Donc je pense que c'est quelque chose qui au fur et à mesure, parce que on travaille avec de plus en plus de marques nécessairement, et qu'on risque de voir petit à petit, parce que aussi le Black Friday, bon, c'est un week-end dans l'année, mais c'est en train de devenir un mois dans l'année. J'ai l'impression qu'il y a un peu des soldes absolument tout le temps dans l'année, faut se le dire aussi. Donc probable que certaines marques tournent un peu les talons à cette période et se disent on va faire ça nous différemment, et en l'occurrence on ne va pas le faire. Donc je trouve ça cool que tu aies des clients comme ça. En vérité, c'est bien. J'ai l'impression que il y a des choses qui bougent un peu, disons, du côté annonceur aussi. Ouais, ça Voilà. change un peu à ce niveau, ouais. Le maître mot, je dirais que c'est la continuité au niveau de la stratégie tout au long de l'année, Ouais. et d'adopter la même chose en période de solde, quoi. Ne pas changer son fusil d'épaule, du coup. Et tu as et par rapport à ce Green Friday, après on passera à la suite, mais est-ce que tu as eu parce que du coup tu as mis en trafic, il y a eu pas mal de ventes, mais est-ce que pour les annonceurs qui ont fait ça, ils ont eu des bons retours de leur communication, c'est-à-dire des gens qui ont vu leur pub et qui ont dit ah c'est vraiment bien ce que vous faites, etc., ou juste il y a eu plus de trafic et puis plus de ventes alors qu'ils ne s'y attendaient pas nécessairement. Je t'avoue qu'il y a eu surtout plus de trafic et plus de ventes. Comme Ok. je t'ai dit, on s'y attendait pas. Mais il y a certaines Ouais. publicités au niveau de l'engagement qui se sont démarquées, même des publicités fil rouge. Donc on voit au niveau des retours, en tout cas, que ça a plutôt plu, on va dire, et que ça a correspondé au message global de la marque tout au long de l'année. Donc ouais. Ok. Bon, parfait. Et quand tu démarres avec, autre que le Black Friday, mais quand tu démarres avec un nouveau compte, genre un e-commerce par hasard, Yes. c'est quoi les éléments que tu observes le plus souvent? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelles sont les erreurs que tu trouves? En fait, quand j'audite un nouveau compte, en gros, dans l'extrême majorité des cas, du coup, si c'est pas la totalité des cas, en fait, j'ai à chaque fois deux problématiques majeures qui émergent. La première problématique, ce serait au niveau de la structure du compte, et la seconde, ce serait au niveau de la créa, du copywriting. Du coup, que ce soit pour une marque qui gère ça en interne, ou même qui vient d'une autre agence, parfois même assez connue, c'est principalement ces deux problématiques. Et du coup, au niveau de la structure de compte, par exemple, on aura des problèmes de lourdeur, trop de campagnes actives en même temps, trop d'audience, trop de visuels actifs en même temps également. Ce qui fait que du coup, on aura une répartition du budget qui n'est pas optimale, et que le chevauchement d'audience sera également très présent. On aura également, par exemple, aussi des audiences de remarketing en acquisition, et inversement. Et du coup, la structure n'est vraiment pas optimale, si on se réfère au Power 5, par exemple, d'avoir une structure la plus simple possible. Et donc, le but, quand le client arrive chez nous avec ce genre de structure, c'est vraiment de repartir sur une base saine, à ce niveau, de revoir entièrement la structure de compte, tout en gardant évidemment ce qui fonctionne. Le but n'est pas non plus de refaire pour justifier notre prestation. Mais l'idée, voilà, c'est qu'avec ce genre de structure complexe, l'idée, ça va être de la rendre la plus simple possible. Donc ça, c'était pour le premier point, le point structure de compte. Et pour le second point, et pour moi qui pêche dans presque 100% de mes audits, c'est la créa. On a encore, par exemple, une marque qu'on a signée vendredi et qui nous disait que la créa dans son ancienne agence, ça n'allait pas du tout, qu'il n'y avait pas de process, etc. Donc, c'est un point qui pêche énormément. Et donc, par exemple, les problèmes que moi, je vais rencontrer quand j'audite, principalement, c'est, par exemple, un manque de diversité dans les formats. On aura généralement une prédominance du format image, tandis que les autres formats seront délaissés. Donc, surtout pas assez de vidéos, par exemple, ce qui est globalement dommage. On aura également un manque de format IGC et de retour client, ce qui est également dommageable quand on sait la performance que ça peut générer, notamment les retours clients en remarketing. Autre point essentiel en créa et en copywriting, on aura surtout un manque d'exploitation d'axes créatifs. Donc, on aura surtout, par exemple, des axes produits ou des axes caractéristiques qui seront exploités. Donc, par exemple, voici notre produit, voici ce qu'il fait, voici ce qu'il compose. Et globalement, ce sera tout. Ce qui est encore une fois dommage quand on sait les dizaines et dizaines d'axes exploitables qui existent, comme par exemple jouer sur la peur ou sur la frustration, jouer sur les désirs et les aspirations, les avant-après utilisation, des conseils utilisation, par exemple. Enfin, il y a énormément de possibilités. Et c'est souvent mal exploité, du coup, dans les comptes que j'audite, en tout cas. Je suis tellement d'accord, parce que du coup, je fais des analyses préliminaires, plus les audits chez J7 Media, mais la structure du compte, en fait, parfois, j'ai l'impression que personne n'écoute Social Selling, ou en tout cas, personne n'écoute les podcasts de Facebook Ads, parce que globalement, je pense que tout le monde dit à peu près la même chose. Faites ça simple. Et c'est vrai que quand je vois des comptes où il y a 6 campagnes, alors qu'elles ont toutes les mêmes publicités, les mêmes audiences, et je sais pas
qu'est-ce qui était censé être testé à ce moment-là. Et ces 6 campagnes, elles auraient pu en être que 3. Mais surtout pour des petits comptes, en fait. Exactement. Voilà, Ouais. c'est exactement ça que je voulais amener. C'est que sur social selling, effectivement, on a déjà parlé de gros comptes qui scalaient de façon horizontale. C'est-à-dire que vous lancez des nouvelles campagnes de test, ça vous fait augmenter votre budget sur la plateforme, vous continuez de lancer, tout ce qui fonctionne, vous le gardez, vous ne le coupez évidemment pas, et effectivement, à la fin, vous avez beaucoup de campagnes et vous avez surtout beaucoup de dépenses. Mais ça, c'est lorsque vous avez une très bonne base et c'est un certain niveau de dépenses. La plupart des, comme tu as pu le voir, j'en suis sûr, la plupart des annonceurs qui arrivent et qui sont en dessous d'un certain seuil, ils ont plein d'éléments, ils veulent tester plein de choses, mais ils n'ont pas le budget pour. Ils ont pas du tout le budget pour. Ça tombe en learning ou ça tombe en learning limited et du coup, évidemment, vous n'avez pas les meilleures performances de l'algorithme de Facebook, mais surtout, vous n'avez pas la réponse à toutes vos questions parce que on le sait très bien maintenant, c'est devenu le jeu. Facebook va choisir une publicité qui va prendre 60% de votre budget, une autre 30%, et le reste, ça va se dépatouiller comme ils peuvent, quoi. Mais il y a toujours un seul gros gagnant et il faut jouer un peu avec ça. Donc, ça sert à rien de lancer 10 publicités et d'attendre un mois que tout ait produit des résultats. Ça n'arrivera pas. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Et effectivement, le manque de diversité dans les formats, on va retrouver par exemple beaucoup d'e-commerce où ça va être que de la photo, enfin que de l'image. T'as très justement mentionné que souvent on montre juste le produit. On n'essaye pas de montrer justement un problème, une peur, comme tu as pu dire, que le produit va résoudre, faire des avant, après, faire des breakdowns, faire des formats, séparés. C'est-à-dire, tu as l'avant et l'après, mais à même l'image. Utiliser plein de formats. Enfin, bref, la publicité. Alors, évidemment, c'est beaucoup plus simple de prendre des photos d'un produit et de mettre un bon copy, mais il y a tellement plus de choses à faire. D'ailleurs, toi, pendant qu'on préparait cette émission, tu me parlais d'un outil que tu utilisais pour faire des analyses créatives. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Yes. Mais en fait, globalement, c'est un peu le dernier point qui pose problème en créa, selon moi, qui est en fait le manque de process de testing et d'itération dans l'approche créative. Donc souvent, les clients qu'on audite vont produire de la créa selon leur inspiration du moment, mais ce ne sera pas des visuels produits en lien avec une performance du coup. Et après, je peux le comprendre car l'analyse créative dans le business manager, c'est un véritable enfer car en fait, la data n'est pas agrégée. Donc par exemple, imaginons que je veuille savoir le format le plus performant de mon compte sur 3 mois. Je vais devoir exporter toute cette data sur Excel, faire un tableau croisé dynamique, réagréger ma data, additionner, comparer. Bref, c'est une vraie galère. Et du coup, un outil qu'on teste depuis plusieurs mois et qui moi me sauve la vie et même celle de la créa, c'est l'outil Motion App. C'est Fabien de la créa chez nous qui l'a découvert, donc big up à Fabien. Et, big up Fabien. Et donc, en gros, en quelques secondes, en fait, grâce à cet outil, en fait, on peut générer des rapports dans la timeline qu'on souhaite sur, par exemple, les meilleurs axes, la fatigue publicitaire, les top créas du moment, les étapes du funnel défaillantes, les produits les plus performants. En bref, tout ce qui est mesurable d'un point de vue créa. Et ensuite, Motion va générer un rapport avec data, graphique et visuel sur lequel on va pouvoir taguer la créa en leur faisant un petit commentaire. Par exemple, on va pouvoir leur dire, OK, les gars, sur les 3 visuels images qu'on a testés, c'est celui avec l'overlay violet, par exemple, qui a les meilleures performances. Est-ce qu'on peut le décliner en vidéo ou en carrousel? Et du coup, moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus intuitif de communiquer visuellement et non plus seulement avec des chiffres, avec la créa. Et surtout, ça nous fait économiser un temps monstre dans l'analyse créative, surtout pour les très gros comptes dans l'analyse créative. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer
l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Il y a deux choses intéressantes que tu dis là-dedans. La première, c'est que effectivement, c'est super difficile d'avoir une bonne vision et une bonne analyse créative. Et souvent, on va regarder un peu sur la surface. Tu vois, on va pas rentrer en profondeur. Quels sont les éléments graphiques qui font que ça fonctionne? Et deuxième chose aussi, parce que tu as un pôle créa et c'est top quand tu es une agence d'avoir un pôle créa parce qu'en fait, c'est toi généralement qui gère la créa. Donc voilà, tu as beaucoup plus ta patte sur ce qui va sortir. Mais effectivement, c'est un problème que nous, on a rencontré à un moment donné avec J7. C'est que on arrive avec plein de chiffres au département créatif et on leur dit oui, ça fait cliquer, ta. Mais en fait, les créas sont pas, enfin, le département créatif, c'est pas des média buyers, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Il y a eu un apprentissage à donner, mais du coup, avoir un outil qui te permette de visuellement dire voici pourquoi ça marche, voici qu'est-ce qu'on retrouve en éléments communs, etc. entre tous les visuels. Je trouve ça super. Motion, je connaissais pas du tout, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel, que tu m'apprends et sur lequel je vais m'épancher. Mais oui, effectivement, le créatif, c'est, même si on dit tout souvent, il faut beaucoup de créatifs, il y a de la fatigue publicitaire, etc. C'est pas quelque chose qu'on va étudier de façon scientifique, difficilement, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est rendu difficile par le ads reporting de Meta. Ouais, il est pas du tout opti pour ça en tout cas. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça notamment que t'as des je pensais là spontanément à Creative X où ils font des analyses, ils te sortent les meilleurs points. Mais ça c'est pour des annonceurs qui sont bien plus gigantesques que des Coca, des Unilever, des Nestlé. Ça, mais en c'est un l'occurrence, autre niveau. ouais, voilà, c'est un autre niveau, mais c'est pas anodin que tu aies des grosses sociétés qui commencent à arriver comme ça, qui arrivent comme ça, disons, qui se fassent de plus en plus connaître pour ça. C'est-à-dire que oui, il y a l'optimisation de votre campagne, etc. Mais vous pouvez vraiment y aller scientifique jusqu'au créatif et tous les petits éléments graphiques qu'on y retrouve. Question suivante, on approche doucement, pas du podcast, mais de la fin de l'année. Est-ce que tu aurais une stratégie en 2022 qui a bien fonctionné, une étude de cas que tu voudrais partager avec nous? Oui, mais si je devais en fait citer une stratégie qui a, on va dire, retourné la performance d'un compte, c'est une stratégie en fait pour vendre des produits chers et au cycle d'achat long sur Facebook. C'est une stratégie que j'ai notamment piqué à J7 d'ailleurs, grâce à l'académie. Donc je sais qu'elle te sera familière. Mais en gros, on a un client dans la literie sur mesure qu'on a eu fin août. Donc une literie 100% naturelle et entièrement produite en France, où les produits des matelas en fait, des matelas adultes commencent à plus de 800 €. Donc c'est quand même cher pour un matelas. Le cycle d'achat est long, etc. Et justement, au moment de l'audit, même le client nous disait, nous avait même averti qu'il avait déjà testé l'acquisition, mais que ça ne donnait rien de bon en termes de performance. Et que du coup, il croyait plus vraiment à l'acquisition Facebook pour les produits onéreux. Il n'avait que des campagnes de remarketing qui tournaient. Mais du coup, on a quand même relevé le défi pour lui donner tort. Et au début de la collaboration, on a du coup testé notre approche classique qu'on lance sur chacun de nos comptes, c'est-à-dire une structure simple, c'est-à-dire campagne d'acquisition avec mise en avant des bénéfices produits, la fabrication, les avantages du 100% naturel comparé au synthétique, par exemple. Donc ça, c'est pour l'acquisition. Et une campagne de remarketing avec avis client, avis de presse, procédé de fabrication. Du coup, on a fait tourner ça tout le mois de septembre dernier. En remarketing, rien à dire. Très bonne performance, très content. Mais par contre, en acquisition, rien du tout. Une seule vente et 3 malheureux à jouer au panier avec plus de 1000 € de dépenses. Heureusement, vous avez prévenu, quoi. Voilà, vous avez prévenu. Oui, ils nous avaient prévenu. On s'y attendait. On a quand même voulu tester notre approche classique pour voir si ça pouvait quand même fonctionner. Mais du coup, ça n'a pas fonctionné. Heureusement, le remarketing nous permettait d'être quand même rentable. Mais du coup, il fallait évidemment pivoter en acquisition. Et du coup, c'est là que l'astuce J7 rentre en jeu. Et du coup, on a testé 2 nouvelles stratégies, 2 nouvelles approches. La première fut de tester en fait une campagne de vente de produits d'appel, en fait beaucoup moins onéreuse, afin de faire découvrir en fait les qualités de la marque en acquisition de manière plus accessible, on va dire. Donc la marque possède également des collections de couettes, par exemple, de linge de lit, d'oreiller, etc. Et ce sont en fait ces produits qu'on a mis en avant dans cette campagne. On n'est pas reparti de zéro parce qu'en fait certaines créas de la campagne matelas avaient quand même de bons CTR. Donc on s'est quand même inspiré de certains axes et de mise en forme
comme quoi tout n'était pas non plus acheté dans cette campagne. Donc ça, c'était pour la première stratégie qu'on a mise en place. Et la seconde, en fait, c'était de partir sur une campagne de génération de leads en acquisition, donc de laisser tomber la conversion directe en acquisition. La marque possède en fait un livre blanc quand même assez qualitatif sur la manière de choisir un bon matelas. Et donc, ils avaient quand même des process de mailing et commerciaux liés à ce livre blanc et liés à la génération de leads. Donc, l'idée, ça a été de pousser ça en acquisition. Et l'idée derrière la stratégie, en fait, c'était d'apporter un maximum de valeur et de conseils et d'accompagnement au travers du mailing pour un produit onéreux, en fait, avant de pousser directement à l'achat. Et du coup, en termes de résultats, c'est en fait la première campagne de produits d'appel qui a produit le plus de résultats. Et donc, pour rappel, on avait zéro vente pour la campagne matelas en septembre. Et donc, du coup, ici, avec la campagne de produits d'appel, depuis octobre, on a 14 ventes pour un ROS de 5,75. Donc, c'est la campagne qui s'est démarquée. Nous, on est très content d'avoir su faire fonctionner l'acquisition, du coup, et le client est évidemment content aussi. Donc voilà, pivot de stratégie payant en tout cas, et du coup merci à J7 pour l'astuce. Écoute, c'est gentil. Mais non, tant mieux pour l'exécution. Mais moi j'ai plein de questions parce que en l'occurrence donc la première stratégie ça s'apparenterait quelque part à un tripwire quelque part. C'est-à-dire que au lieu de vendre ton produit le plus cher, tu vas essayer de vendre quelque chose de moins cher où tu te poses moins de questions, où il y a moins de freins. Tu passes client. Tu vois que ça se passe bien, que c'est de la bonne qualité, etc. Et là, dans ce cas, tu pourrais passer un produit un petit peu plus cher. Et le deuxième, c'était un tunnel de vente dont on avait parlé d'ailleurs dans Social Selling pour vendre, je me souviens, un bateau à 10 000 $. Là-dessus, pour le coup, tu n'as pas fait de vente, c'est ça? Ou en tout cas, ça ne t'a pas été remonté? Mais en fait, les coûts par lead étaient globalement assez chers pour le téléchargement d'un lead magnet. Donc du coup, on continue de tester l'approche, on itère dessus. Mais globalement, actuellement, en tout cas, sur 2 mois de test, c'est pas ce qui a généré les meilleurs résultats, en tout cas. Ok, bon écoute, tant mieux que t'aies testé les deux approches et puis tant mieux parce qu'au moins, en l'occurrence, pour toi, par rapport à toi, si tu étais passé par le lead magnet, effectivement, donc là, il y a une autre approche à avoir avec l'annonceur, c'est-à-dire que peut-être qu'on va pas pouvoir s'attribuer dans l'immédiat les ventes, que nos campagnes Facebook ne vont pas s'attribuer les ventes parce que ça va passer derrière des appels par rapport à l'équipe commerciale ou par rapport à des emails et encore une fois, tu auras peut-être ce problème d'attribution. Mais là, en l'occurrence, c'est 100% lié à tes campagnes Facebook en première intention. Donc, tant mieux, parfait. Hein. Yes, parfait. Voilà. Donc souvenez-vous, vous avez du coup deux stratégies, soit faire un contenu et nourrir un peu votre audience pour un produit cher, ou sinon essayer de proposer des versions moins chères ou des morceaux quelque part de votre produit ou de votre service pour en faire une sorte de tripwire et ensuite du coup essayer de convertir la personne au produit le plus cher après. Est-ce qu'il y a un élément sur Facebook Ads que tu suis avec attention pour 2023? Parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces dernièrement, je pense. Puis là, c'est pas une annonce, mais au Advantage Plus, qui prennent pas mal de place, à la plateforme de mise en relation avec les créateurs de contenu, les shopping ads qui permettent d'acheter directement sur la plateforme. Bon, ça, en l'occurrence, c'est vraiment une annonce parce qu'on n'en a pas entendu parler depuis. Qu'est-ce que tu en attends, du coup, de Facebook Ads en 2023? Sur quoi tu mets tes billes un peu? Tu sais, de l'Advantage Plus, c'est vrai que c'est quand même une belle petite bombe que Facebook nous a pondue. C'est vrai qu'on teste cette campagne sur plusieurs de nos comptes en acquisition. Il faut le dire, ça cartonne. Souvent même mieux que nos campagnes d'acquisition initiales où on définit nous-mêmes nos audiences, etc. J'avais justement fait un post LinkedIn à ce sujet d'ailleurs où je testais l'Advantage Plus sur mon plus gros compte sur une période de 10 jours. Et les résultats étaient sans appel en fait comparé avec mes campagnes initiales. Le ROS avait bondi de plus de 149% et le CPA diminué de moins 42%. Donc on voit directement l'impact que ça peut apporter en acquisition. Et ouais, c'est impressionnant. Et oui, ça peut aussi donner un petit coup à l'ego vu que tout est presque automatisé. Mais après, je t'avoue que, personnellement, je trouve ça pas plus mal parce que ça nous permet de plus nous concentrer sur le marketing global, on va dire, plutôt que de passer des heures sur du paramétrage à cocher ou non des options. Mais voilà, grosse bombe l'Advantage Plus, donc à tester clairement si c'est pas déjà fait. Et en tout cas, pour compléter les 2 autres points que tu mentionnais, donc les plateformes influenceurs et les shopping ads qui seront aussi à suivre de près en 2023.
Moi, je rajouterais aussi que Facebook et même les autres réseaux sociaux vont devenir de plus en plus des sortes de search engine à la Google plutôt que du 100% push. Ce sera une sorte de mix, mais du coup, je vais m'expliquer. En fait, il y a environ 1 ou 2 mois, j'ai assisté à une conférence de Motion, justement, l'outil dont on parlait. Et l'intervenant, le consultant qui présentait, Patrick Gatterbauer, j'espère que je prononce bien son nom, expliquait en fait qu'avec l'avènement du broad, des lookalike 10% et justement de l'Advantage Plus, qu'en fait, le ciblage d'audience devenait de moins en moins vecteur de performance et de différenciation sur Facebook. Et c'est vrai qu'on a ces grosses boîtes noires où tout est groupé et notre seule possibilité vraiment d'impact réel se trouve au niveau de la créa. Et du coup, selon lui, ce serait juste une question de temps pour que Facebook nous retire la possibilité de définir notre ciblage. Et enfin, on peut pas vraiment lui donner tort vu comment ça évolue. Tout à fait, ouais. Et du coup, il posait comme question comment aider Facebook dans un monde broad et sans ciblage à aller dans la bonne direction au niveau créatif le plus vite possible pour réduire en fait la phase d'apprentissage et économiser de l'argent. Et du coup, en réponse à cette question, il donnait différentes informations. Et en fait, c'est l'idée de donner l'information de ce qu'on vend à l'algo en amont, en fait. Donc, par exemple, en ayant une miniature vidéo avec le produit qu'on vend et des mots-clés de recherche liés au produit dans la miniature. Avoir une landing page ultra optimisée au niveau SEO. Avoir le nom du fichier qu'on importe dans le Business Manager avec le nom du produit, son utilité, son axe, etc. Pareil pour la nomenclature des images qu'on va nommer dans le Business Manager, par exemple. Également, avoir des mots-clés dans le copy de notre description. Et donc, en fait, d'intégrer des pratiques SEO dans les social ads. Et donc, du coup, pour appuyer ces dires, donc Patrick, le consultant, avait réalisé plusieurs tests où il comparait des images avec des noms génériques dans le Business Manager. Donc, par exemple, image biberon enfant. Donc, ça, c'est un nom générique. Et il comparait ça avec des images avec des noms qui comportaient des mots-clés. Donc, par exemple, date-nom du produit, description du format, description du persona, nom de la landing page. Tout le reste était pareil, même audience broad, même créa, même ciblage démographique. La seule variable était le nom du fichier qu'il uploadait. Et j'ai repris le résultat qu'il nous avait montré, et c'est sans appel. Avec les créas avec un nom générique, on avait un ROS de 1,78. Et celle avec un nom en mode SEO, on va dire, on a un ROS de 2,38. Donc juste en changeant le nom du fichier, on avait une variation de plus de 33% de rentabilité, ce qui, je trouve personnellement, est quand même dingue. En Facebook Ads. En Facebook Ads, c'est ça, oui. Incroyable, ok. Donc, je trouve ça dingue au vu du peu d'efforts que ça nécessite à mettre en place. Et donc, du coup, on voit que les social ads ne vont plus se résumer à du 100% push, qu'on va devoir intégrer des outils, si ce n'est pas déjà fait, de search, etc. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Notamment, c'est également ce qu'on voit également avec TikTok, par exemple, où le vice-président de Google déclarait il n'y a pas si longtemps que 40% des jeunes qui cherchaient un endroit pour manger, par exemple, recherchaient l'info sur TikTok ou Instagram plutôt que sur Google ou Google Maps. Et donc, du coup, moi, ce serait une tendance que je verrai également en 2023 où les réseaux sociaux deviennent une sorte de mix entre push et pull. Et je pense que c'est ce qui sera encore plus prononcé, du coup, dans l'année à venir, du coup. J'ai effectivement vu ce truc à propos de TikTok et du fait que les jeunes générations regardaient plutôt TikTok pour trouver un restaurant. Je trouve ça incroyable. C'est dingue. À mon avis, le gars de Google, quand il l'a annoncé, il devait pas être super ravi, mais c'est un fait, quoi. Effectivement, même à une encore plus petite échelle, mais moi, je me suis fait la réflexion dernièrement, je cherchais des trucs sur Google et à un moment, je me suis dit, mais non, en fait, je veux pas lire des résultats, je veux qu'on me montre. Donc, en fait, j'arrête d'utiliser Google et toutes mes questions, je les mets sur YouTube parce qu'il y a forcément un mec qui a fait une vidéo et qui m'explique en vidéo et qui te le montre, et tu peux aller tout de suite plus vite et tu peux survoler la barre de lecture et savoir tout de suite si oui ou non on va te montrer ce dont tu as besoin. Et effectivement, ce point du SEO vidéo, c'est quelque chose qu'on avait pu voir un petit peu en 2022. Je pense que j'avais fait un post là-dessus où j'avais trouvé, il y avait une société qui avait créé une intelligence artificielle qui lisait toutes vos vidéos et qui l'a classée en mode SEO. C'est-à-dire, cette vidéo, elle parle de ça, à tel moment, ça va parler de ça, etc. Et ce que tu viens de dire, ça va totalement dans ce sens. Et en plus, là, t'as un exemple qui serait même intéressant à répliquer chez nous, je pense. Tout à fait. Je vais voir comment on pourrait faire, mais ouais, effectivement, le SEO pourrait être une nouvelle étape pour avoir de meilleurs résultats, sachant qu'effectivement, si on laisse les audiences, bien que je pense qu'il y aura toujours des audiences, mais effectivement, on a pu le voir, le nombre de critères d'intérêt qui ont sauté. Je pense aussi au special ad audience. Tu travailles un peu avec ce genre d'annonceurs? Special ads audience, je t'avoue que non. Tu sais, les housing, banques, prêts, etc. Non. C'est vraiment une catégorie de clients qu'on n'a pas encore actuellement.
Ok. Donc, Bon, non. c'est très spécial. Ouais, Ça fait j'imagine. très peur au début. Ça fait très peur au début. J'imagine. Non, parce qu'aux États-Unis, ils expliquaient qu'il y avait plein d'audiences pour ces catégories-là qui allaient sauter à cause d'une décision de Pas évident. justice. Alors, je pense pas que ça va se faire en Europe ni ailleurs, notamment au Canada, parce qu'ils n'ont pas été contraints de manière politique. Mais oui, ouais, effectivement, les audiences, on voit effectivement que le plus gros travail maintenant, c'est la créa, et que le SEO, Exactement. c'est quelque chose que je vais suivre, mais excellente. Enfin, je trouve que c'est une excellente analyse que tu as, David, là-dessus. Bah, écoute, on a rempli le quota, la 30aine de minutes. Je savais pas trop combien de temps on allait prendre pour ça, mais parce que je savais que tu avais beaucoup de contenu à nous transmettre, et c'est parfait. David, je te remercie d'avoir été avec nous. Je fais un petit coucou aussi à Danilo, parce que DHS, il y a Danilo Duchesne qui Yes. est le fondateur, en l'occurrence, qu'on a déjà reçu sur le podcast. Je te remercie d'avoir été avec nous, d'avoir sorti Un grand merci à toi, en tout cas. d'apprentissage. Ouais, bah écoute, tant mieux. Est-ce que tu as apprécié cette expérience? Bah, écoute, pour une première fois, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup Ok. apprécié ça. Donc, Bon, bah, nickel. à refaire, au plaisir, Ouais, sans pourquoi problème. pas? Pourquoi pas? Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin? Si tu as envie que les gens te retrouvent peut-être sur, ça serait quoi, sur LinkedIn? Sur ou est-ce que LinkedIn, ouais. de temps en temps, j'essaye, une fois par semaine, Ouais. de faire un post où j'essaye de partager de la valeur. Donc, LinkedIn, David Chocart, vous pouvez me trouver là-bas sans problème. Ouais, je mettrai l'URL de ton LinkedIn en description. Top, Écoute, top. David, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Pour ceux qui nous écoutent, merci de nous avoir écoutés sur Social Selling. J'espère que le podcast vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.